il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise. Larvé en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition, RDF M23, ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda. Tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo. Et M. Kagame défie toute la communauté internationale en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang. Qui vit des richesses du sang du peuple congolais. Se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Info 243 au cœur de l'actualité. La séance est ouverte.
Honorables députés, chers collègues, l'ordre du jour de notre séance comporte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023, conformément aux prescrits de l'article 115, alinéa 1er de notre Constitution et de l'article 64, alinéa 1er point 1 de notre règlement intérieur. À cette occasion, ainsi que le veut la tradition parlementaire, permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants légaux et chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lungwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme des traditions et conformément aux articles 115 de la Constitution
et 64 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce mercredi 15 mars sa première session ordinaire de l'an 2023. Cette session s'ouvre en ce mois de mars, lequel mois est dédié à la femme par les Nations Unies autour du thème éducation numérique et autonomisation de la femme. Pour cette année, c'est toujours pour nous une occasion opportune de nous sensibiliser collectivement et d'évaluer les mesures législatives, économiques, sociales et autres prises en vue de la poursuite des efforts dans la perspective de concrétiser les options constitutionnelles sur la parité et le droit à la représentation équitable de la femme dans les institutions nationales, provinciales et locales. Nous souhaitons à toutes nos héroïnes un agréable et prospère mois de la femme 2023. Avant toute chose, qu'il me soit permis de souhaiter à vous, mes chers collègues, un beau retour à l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires méritées dans nos circonscriptions électorales respectives. Je voudrais également, en votre nom, en celui du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, souhaiter une cordiale bienvenue à nos distingués invités et à toutes celles, à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence la cérémonie de ce jour. Au cours de nos vacances parlementaires qui viennent de s'achever, notre pays a été frappé par des événements malheureux qui ont semé la mort et créé la désolation au sein de notre population. Il s'agit notamment des actes de barbarie régulièrement dirigés contre nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika par les groupes armés terroristes opérant dans la partie est de la République. La mort n'a pas non plus épargné certains de nos compatriotes, victimes pour les uns de noyades suite aux inondations provoquées par les pluies diluviennes tombées sur la ville de Kinshasa au début de cette année et pour des autres de diverses maladies. Nos pensées vont particulièrement à nos forces armées et de sécurité, engagées sur différents fronts militaires, qui assurent jour et nuit, au prix de leur vie, la sécurité de nos frontières
et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités expansionnistes de la part de certains États voisins. Je voudrais également signaler avec tristesse les décès récents parmi les honorables députés. Celui de l'honorable Enerunga Anselme, député national, et de M. Waniku Finunu et Manenga Chikwata Innocent, agents au sein de l'administration de l'Assemblée nationale, respectivement à la direction de commission et à la direction de la documentation. Il en va ainsi des éléments de nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO tombés sur le champ des opérations militaires par l'effet malveillant des ennemis de la paix. Concernant la crise qui sévit dans le plateau de Batéké, depuis aujourd'hui plus de 7 mois, nous avions été tous informés que c'était à la hausse des redevances coutumières qui en aurait été l'élément déclencheur. Mais cela ne nous avait pas empêché de douter tout de suite de cette version des faits comme pouvant justifier de manière péremptoire de tueries à grande échelle des populations autochtones, surtout lorsqu'on sait les Yaka et les Teke sont des peuples paisibles par nature et ont su développer entre eux les liens fraternels et les vivre ensemble collectifs au point de les confondre en un seul peuple. Dans les soucis de faire régner la paix entre ces deux peuples frères, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a institué une commission de pacification devant mettre ensemble ces deux peuples afin de ramener la paix dans les territoires de Kwamouth où les atrocités avaient commencé. En dépit de la mise en place de cette commission, le bilan ne fait que s'alourdir malheureusement. Nous pouvons citer à titre d'exemple les attaques récentes d'un certain nombre de villages. Il s'agit, dans les territoires de Kwamouth, l'attaque d'une barrière au niveau du village Ibali, en provenance de Maluku, pour Mbandaka, occasionnant la mort de plusieurs personnes qui n'avaient rien à voir dans le prétendu conflit Yaka-Teke. L'attaque du village Kinsele, où l'on déplore plusieurs tueries par égorgement et à armes à feu. On signale également la mort d'un sujet chinois la semaine passée. Dans les communes de Maluku à Kinshasa,
l'attaque du village Sayo, le village Kibirika, le village Inkien, le village Muluon, le village Nkomo, le village Mwanamputu et enfin le village Kere. Nous pouvons noter que toutes ces attaques, aucune tribu n'est épargnée. Tous les habitants des villages ont été victimes de ces atrocités. Cela nous pousse à croire qu'il s'agit de notre mouvement insurrectionnel, d'une milice qu'il faut neutraliser. C'est pourquoi je condamne ces actes de barbarie perpétrés par le mouvement insurrectionnel Mobondo. Il y a un mouvement sur les plateaux qui s'appelle Mobondo. Et leur demander de mettre un terme sans délai à ces atrocités et à leurs pensées hégémoniques. La vie humaine est sacrée. Et tout habitant du plateau de Bateke mérite de vivre en paix et de vaguer librement à ses occupations. À vrai dire, ce conflit fait l'objet de récupération politicienne basée sur des agendas cachés de certains individus mal intentionnés. Je demande donc au gouvernement de la République de prendre des mesures nécessaires et urgentes pour imposer la paix sur l'ensemble du plateau de Bateke et organiser le retour des populations déplacées de leur milieu naturel et que les auteurs de ce massacre subissent la rigueur de la loi. Aux populations Yaka et Ike, je vous exhorte de renforcer davantage vos liens de fraternité et que rien au monde ne vienne vous diviser. Vous êtes priés de dénoncer toute personne qui tenterait de vous solliciter pour intégrer ce mouvement insurrectionnel appelé Mobondo qui sème la terreur dans les plateaux de Bateke. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'adresse nos sincères condoléances et dis toute notre solidarité aux familles éplorées. En leur mémoire respective, j'invite solennellement l'assistance à se tenir debout pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Asseyons-nous. Honorables députés, chers collègues, cette session s'annonce éminemment politique, car, dois-je le souligner, eu égard au calendrier publié par la CENI en novembre 2022, elle s'ouvre à quelques mois
du début des dépôts de candidatures en prévision des élections générales prévues au 20 décembre 2023. En même temps, ce contexte est doublé de l'instabilité persistante et l'exaspération de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Pendant que les peuples congolais s'apprêtent à prendre part au 4e cycle des élections démocratiques sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise. Larvé en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition, RDF M23, ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda. Tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo. Et M. Kagame défie toute la communauté internationale en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou,
qui vit des richesses du sang, qui vit des richesses du sang du peuple congolais. Se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs des meilleurs coltans du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerais sur son territoire. Ces mêmes efforts diplomatiques de notre chef de l'État ont atteint leur couronnement avec la remarquable visite apostolique du Saint-Père, sa sainteté le pape François dans notre pays, et dont l'accueil et le séjour ont été une réelle réussite grâce à son implication personnelle. Au nom de la représentation nationale, que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soit vivement remercié à divers titres, car ce voyage apostolique dans notre pays agressé est l'expression de l'excellence des relations entre l'Église catholique et notre pays. Le peuple congolais et la multitude de fidèles ont trouvé en la personne du Saint-Père un pasteur, un père compatissant et survolté face au drame congolais et quantité fluviale du sang des Congolais innocents qui coulent à haut débit depuis près de 3 décennies. Le Saint-Père a porté haut les plaidoyers en faveur de la cause congolaise en dénonçant l'agression contre notre pays, en stigmatisant notamment les méfaits de puissances étrangères prédatrices de la République démocratique du Congo, en leur exigeant très courageusement d'ôter leurs mains criminelles, dévastatrices du sol et du sous-sol congolais. Que le Saint-Père trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Je tiens également à saluer toute la mobilisation des acteurs et partenaires internationaux en vue du rétablissement de la paix dans notre pays. Je m'en voudrais de ne pas mentionner ni d'adresser des remerciements de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à tous les collègues élus des chambres délibérantes d'autres pays. Il s'agit notamment des honorables Maria Arena, Thierry Mariani et Marc Botanga, tous députés européens, ainsi que Bob Menendez, membre de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Ces élus ont fait l'écho du drame qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo.
et ont porté haut notre combat contre l'attitude rwandaise qui rise le mépris total de toutes les valeurs fondamentales humaines du temps moderne, telles que prônées par la Charte des Nations Unies et d'instruments juridiques internationaux pertinents. Au nom de la représentation nationale, je réitère ici notre confiance et notre foi dans le processus de Luanda, conduit par le médiateur désigné de l'Union africaine, le président de la République sœur d'Angola, João Lourenço, ainsi qu'à l'endroit du processus de Nairobi, porté par le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour les comptes de la communauté des États d'Afrique de l'Est. J'insiste sur le fait que la situation en République démocratique du Congo met à rude épreuve la viabilité des mécanismes continentaux de règlement de différends. Elle constitue une véritable opportunité pour l'Union africaine de démontrer à la face du monde son efficacité et outre son échec, révélant l'incapacité pour le continent à se prendre en charge et apporter des solutions efficaces aux différents conflits entre ses membres, en dépit des réformes institutionnelles réalisées. Cependant, en ce qui concerne les dialogues préconisés, tout en réaffirmant son ferme attachement au dialogue en tant que fondement des rapports dans toute société humaine, la République démocratique du Congo n'entend pas s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants M23 de notre territoire. Pour la représentation nationale, procéder autrement serait légitimer l'agression et l'occupation, les massacres, les tueries, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ainsi que toutes les autres indicibles souffrances infligées à notre population. C'est à ce titre que les plans de paix issus du processus de Luanda et des négociations de Nairobi, auxquelles la République démocratique du Congo demeure fortement attachée, auront tout leur sens. Qu'il en soit bien entendu que l'attachement de la République démocratique du Congo aux vertus du dialogue ne constitue ni un signe de faiblesse, ni un acte de lâcheté, mais plutôt une attitude responsable, justifiée par les soucis d'éviter l'embrasement de toute la région d'Afrique centrale. Mais la RDC doit, en tout état de cause, s'assumer pour assurer la défense de sa souveraineté et l'intégrité de son territoire, sa terre, de ses ressources, de son peuple, face aux velléités expansionnistes rétrogrades de son voisin, le Rwanda. Il est également opportun d'indiquer que, pour ce qui est de la question du retour des réfugiés congolais, d'où qu'ils viennent, l'Assemblée nationale prendra dans les prochains jours
une recommandation pour définir les principes devant sous-tendre cette opération de retour. D'ores et déjà, la représentation nationale invite le gouvernement de la République à procéder à une identification préalable, privilégiant parmi les éléments pertinents les villages d'origine et la généalogie des concernés, avec l'appui des chefs coutumiers, de façon à limiter les conséquences des dévoiements d'une telle opération par l'agresseur occupant, notamment à travers une déportation voilée des populations rwandaises vers la République démocratique du Congo. Dans le but d'infiltrer ces institutions comme par le passé. En ce qui concerne les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il s'observe de manière ostentatoire qu'elles tardent à exercer les mandats offensifs en appui aux forces armées congolaises. Mandats pour lesquels elles ont été déployées sur terrain. En fait, elles offrent désormais à notre peuple l'image des troupes en villégiature sur les théâtres des opérations congolaises. Au lieu de s'engager à faire la guerre, leur présence sur notre territoire risque de devenir inutilement onéreuse. Et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide afin que des conséquences en soient tirées et des mesures correctives idoines qui s'imposent soient prises. Honorables députés, chers collègues, c'est pourquoi j'en appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple. Contre l'agresseur, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le commandant suprême de nos forces combattantes pour défendre la patrie, parce que nous n'avons en commun qu'un seul patrimoine national, la République démocratique du Congo, que nous léguerons à nos générations futures. Quant à nous, élus légitimes du peuple congolais, aujourd'hui, les temps risquent de jouer en notre défaveur dans ce contexte d'agression et d'occupation continue de notre pays. Les discours politiques aux accents opportunistes sont révolus. L'heure n'est plus à entretenir des divisions entre nous. L'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, philosophiques, culturelles, spirituelles et morales. Nous devons resserrer les rangs, éveiller les consciences en léthargie et rester soudés derrière le chef de l'État. C'est à ce prix-là qu'ensemble, nous viendrons à bout de l'agresseur occupant du territoire national. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour la victoire finale de notre pays, la République démocratique du Congo, une seule nation, un seul territoire, une seule patrie, une seule loi.
Honorables députés, chers collègues, votre Chambre reprendra son bâton de pèlerin pour mobiliser les âmes éprises de paix à travers le monde, en vue de faire triompher la cause de la République démocratique du Congo, grâce aux vertus de la diplomatie parlementaire. Ainsi, soyons-en sûrs, notre pays sera rassemblé autour de son chef dans les derniers efforts qui nous attendent. Un seul combat pour une seule patrie, la République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, s'agissant du processus électoral, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution instituent un cycle électoral de 5 ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, la sincérité du scrutin exige aussi que chacun des compétiteurs dispose de témoins et que des observateurs nationaux et internationaux s'impliquent en vue de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous leur souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans l'essence de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant les travaux déjà abattus et dont les résultats sont probables. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Honorables députés, chers collègues, selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République
de poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Quant aux rumeurs et déclarations malencontreuses distillées dans les médias et les réseaux sociaux au sujet du processus électoral de 2018, je tiens à préciser une fois pour toutes que ce débat est révolu. Le processus a incontestablement connu un gagnant. Les institutions ont été établies, installées. Et la République démocratique du Congo a un président de la République, chef de l'État, en la personne de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Magistrat et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Y revenir actuellement serait un non-sens, une injure à la démocratie et au peuple congolais. Pareille attitude masque bien leur volonté de s'abstenir de prendre part aux prochaines élections. Honorables députés, chers collègues, au cours de cette session, nous poursuivrons l'examen de certains projets de loi nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement de la République. Des projets de loi qu'il déposera en procédure d'urgence pour les mêmes objectifs, ainsi que des propositions de loi jugées recevables. Une attention particulière sera accordée d'une part au parachèvement du processus législatif, des initiatives adoptées par les deux chambres du Parlement en des termes non identiques et de celles actuellement en cours d'examen au sein des commissions permanentes et d'autre part à la poursuite des réformes institutionnelles. À ce titre, il s'agit notamment des initiatives en vue d'une part de renforcer les dispositions sur la lutte contre la corruption, le terrorisme et d'autre part de définir les peines applicables aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OHADA. Les initiatives relatives aux réformes fiscales et douanières, de la réforme du système de sécurité à travers la révision de la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, FARDC, de la réforme judiciaire à travers l'examen du projet de loi relatif à la justice transitionnelle, les projets de loi de ratification des ordonnances lois prises en exécution de la loi d'habilitation. Honorables députés, chers collègues, il vous souviendra qu'avant la clôture de la session ordinaire de septembre 2022 et à la demande du gouvernement, les deux chambres du Parlement avaient adopté la loi portant habilitation du gouvernement en vue de lui permettre de prendre pour une durée et dans les matières limitées de mesures relevant normalement du domaine de la loi. En application de l'article 129 de la Constitution, le gouvernement est invité à déposer au Parlement dans les délais requis
pour examen et adoption des projets de loi de ratification, des ordonnances loi prises en exécution de la loi d'habilitation. Honorables députés, chers collègues, au cours de cette session, l'Assemblée nationale va poursuivre sans relâche l'exercice de ses prérogatives en matière de contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement, des entreprises publiques, établissements et services publics, notamment à travers les moyens d'information et de contrôle que lui confèrent les dispositions des articles 138 de la Constitution, 168 et suivants de son règlement intérieur. Je n'ai cessé de les rappeler. Ce n'est pas par le nombre élevé d'initiatives, de contrôles que nos compatriotes apprécieront le travail de leurs élus, mais plutôt par des réponses correctives et concrètes qu'ils formuleront, d'une part, en termes d'amélioration de la gouvernance, de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, et d'autre part, d'amélioration du social, de la situation des droits de l'homme ainsi que du vécu quotidien des citoyens à l'issue des contrôles parlementaires. C'est cela qui renforcera la confiance de nos compatriotes vis-à-vis de leurs représentants que nous sommes. Dans cet esprit, au cours des 2 dernières sessions, plus de 20 demandes d'audition en commission avaient été déposées au bureau à l'attention de certains membres du gouvernement et des gestionnaires des entreprises publiques, établissements et services publics. À ce jour, le bureau continue d'attendre les dépôts par les commissions concernées de les rapports de ces auditions. Dans le même contexte, l'Assemblée nationale avait examiné et adopté des recommandations adressées au gouvernement à l'issue de l'examen et du vote, d'une part, des projets de loi de finances de l'exercice 2022 et 2023, et d'autre part, des projets de loi portant reddition des comptes, de loi de finances de l'exercice 2020 et 2021. Il en est de même des recommandations à l'issue de l'évaluation de l'état des sièges proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est ainsi qu'au cours de cette même session, j'invite instamment nos commissions économiques, financières et contrôle budgétaire, suivi et évaluation, défense et sécurité, d'exercer chacune, en ce qui les concerne, les prérogatives que leur confère notre règlement intérieur en matière de contrôle budgétaire et de suivi et évaluation de lois, politiques et mise en œuvre des résolutions et recommandations. La représentation nationale invite également le gouvernement de la République à mettre à la disposition de la Cour des comptes des ressources prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023 afin de lui permettre d'exercer pleinement ses prérogatives d'institution supérieure de contrôle de la gestion des finances publiques et des biens publics et de transmettre à l'Assemblée nationale en temps utile les rapports contenant ses observations sur les projets de loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice
2022. De même, il y a lieu de constater que la dépréciation de la monnaie nationale impacte sensiblement sur la situation économique et sociale de notre population. À cet effet, la représentation nationale invite le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Honorables députés, chers collègues, toujours dans le cadre des prérogatives reconnues à l'Assemblée nationale en matière de contrôle, la loi organique du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme fait obligation à celle-ci de présenter à l'Assemblée nationale son rapport annuel d'activité ainsi que son rapport d'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Depuis 2017, cette institution d'appui à la démocratie avait manqué à cette obligation légale, mettant ainsi l'Assemblée nationale en difficulté de procéder à l'évaluation de l'état des droits de l'homme dans notre pays. La CNDH est donc tenue d'exécuter le devoir que lui impose la loi organique qui la régit. Dans ce même chapitre, et en vertu des prérogatives que nous confère l'article 28 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante, et l'article 23 de notre règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale est invité. Le bureau de la CENI est invité à déposer et à présenter son rapport annuel dans les délais requis au cours de la présente session. Honorables députés, chers collègues, au chapitre de la diplomatie parlementaire, permettez-moi de signaler, durant les vacances parlementaires, j'ai conduit en Belgique, du 11 au 13 janvier 2023, une délégation de députés nationaux en visite de travail, en vue d'échanger avec les autorités parlementaires et politiques belges sur des sujets d'intérêt commun. Cette visite faisait suite aux entretiens que nous avons eus à Kinshasa en octobre 2022 avec le ministre d'État belge André Flau, accompagné d'une importante délégation parlementaire belge. Outre les questions bilatérales, après la signature en septembre 2022 du protocole de coopération entre le Parlement de Belgique et la République démocratique du Congo, les sujets ci-après avaient été au centre des échanges. Le dynamisme retrouvé des relations belgo-congolaises, la situation sécuritaire et les drames humanitaires créés par l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. La levée de l'obligation de notification d'achat d'armes, l'aide humanitaire de la Belgique aux déplacés internes et à l'appui logistique au processus électoral, les jumelages de villes et des hôpitaux, ainsi que les projets de création des cités métiers pour la formation professionnelle en faveur des jeunes congolais. Par ailleurs, le 26 janvier 2023, le bureau de l'Assemblée nationale avait reçu en audience une délégation du Forum parlementaire de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, conduite par le président du Sénat de la République du Kenya, M. Amason
Nkindi, accompagné du secrétaire général du Forum. L'objet de la visite était de s'enquérir au siège du Forum à Kinshasa du fonctionnement de cette organisation parlementaire en vue de rendre compte des besoins avant la tenue de l'Assemblée plénière du Forum au mois de mars 2023 à Djouba, Soudan. Nos entretiens avaient porté sur des sujets divers, notamment l'agression rwandaise sous couvert du M23, dont la République démocratique du Congo est actuellement victime. La volonté du président de la République démocratique du Congo de rétablir la paix, revenir rapidement en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac, ainsi que le soutien du Kenya dans ce processus de paix. Dans le même registre, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu en séance de travail les délégations des parlementaires et des ambassadeurs des pays amis autour des sujets d'intérêt commun, la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Le bureau a également conféré avec des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies autour notamment du même sujet à l'occasion de leur visite de travail dans notre pays. Actuellement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbata Koumesu Mangou André, conduit à Bahreïn une délégation de notre Chambre à la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire, dont le débat général est conscrit autour du thème « Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, combattre l'intolérance ». Il convient d'indiquer que notre délégation a même déposé à ces assises une demande d'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour pour mettre fin à l'agression, à l'occupation et aux violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo, aux fins de préserver sa souveraineté et son intégrité. Honorables députés, chers collègues, avant de terminer mon propos, et en application des dispositions de l'article 137 du règlement intérieur, je vous exhorte à déposer au bureau de l'Assemblée nationale les rapports sanctionnant la fin de nos vacances parlementaires. Honorable président du Sénat, estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout au long de mon propos, j'ai circonscrit les contextes politiques, sécuritaires et diplomatiques dans lesquels s'ouvre la présente session, avant d'esquisser les grandes lignes de notre agenda de travail. En notre qualité d'élu et représentant du peuple congolais, nous avons vocation à servir l'intérêt général, lequel doit nous guider, tous, dans l'accomplissement de notre mandat parlementaire. Je ne doute pas un seul instant que nous allons tous, chers collègues, travailler avec dignité et responsabilité, comme par le passé, afin de nous acquitter de nos principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer, contrôler et représenter, ainsi de continuer de mériter de la confiance du peuple congolais.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fructueux travail à chacune et à chacun. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023. Je vous remercie. Info 243 au cœur de l'actualité.